Raconte-moi en quelques mots. Comment c'est de vivre à Tucupita? Je ne vais pas te mentir, j'ai aussi ressenti de la honte. J'ai eu très honte d'être d'ici. S'il y a quelque chose qu'elle aimerait changer ou quelque chose qu'elle n'aime pas dans le fait de vivre ici à Tucupita, qu'est-ce que ce serait? Et une communauté Guarado nous a accueillis pour nous faire une danse typique. Parce que oui, même si certains disent le contraire, Tucupita existe bel et bien. Depuis la cathédrale de la Divine Pastora à Tucupita, dans l'état de Tamacuro, nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parcourir la capitale de l'un des états les plus reculés du pays, qui est très peu documenté. Mais pas seulement cela, nous serons aussi accompagnés d'une jeune fille locale qui nous racontera comment est la vie ici, nous parlera des traditions Guarados, qui sont les indigènes natifs de cet état, et nous visiterons également des lieux d'intérêt, au cas où toi qui regardes cette vidéo, tu aurais envie de venir. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Valeria. Et moi c'est Emmanuel Vieira. Et ensemble, nous sommes deux fous de voyage. Cette cathédrale est vraiment impressionnante. J'ai lu qu'elle fait 1300 mètres à carrés, c'est vraiment immense. 32 mètres au point le plus haut et elle a été construite entre 1957 et 1982. Les travaux ont duré 25 ans jusqu'à son inauguration pendant le gouvernement de Luis Herrera Campins. Et c'est le vicariat apostolique de Tucupita. Pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie que c'est comme l'église est principale et aussi le siège administratif de la religion dans toute cette région. Ceci est comme assigné par le pape depuis Rome, spécialement dans les zones rurales où il n'y a pas autant de présence ecclésiastique. Je veux vous présenter Liuska, une habitante du Delta que nous avons rencontrée cette année lors de la conférence que nous avons eue à Valence. Et il y a un but si beau que la vie nous a amenés ici aujourd'hui. Elle nous a réunis pour que nous fassions partie, une petite pièce de tout ce que tu veux accomplir, Liuska. Peux-tu nous raconter leurs histoires? Oh, eh bien, par où commencer? Par où commencer? Pour que l'histoire de nombreux migrants ne soit pas trop longue. Est-ce qu'on revient aux origines? Valerio, je crois que d'une certaine manière, notre terre nous appelle. Et donc, après avoir vécu et travaillé à l'étranger pendant un certain temps, un jour j'étais en Europe, je travaillais comme serveuse et j'ai rencontré un monsieur qui venait, je crois, d'Andalousie. J'ai encore ce monsieur en mémoire. Ce monsieur me voit de loin, s'approche de moi et me demande une boisson et je vais la lui préparer. Et il me dit « D'où viens-tu? Tu as l'air latine, tu n'es pas d'ici? » Je suis du Venezuela et il me dit « Mais d'où exactement? J'ai été au Venezuela. » Et je lui dis « Sérieusement? » Eh bien, monsieur, je viens de l'endroit où le diable a perdu sa sandale, où le vent rebrousse chemin. Vous ne saurez pas où se termine la route du Venezuela ou la route du Venezuela et vous ne saurez pas. Et le Seigneur me dit, voyons comme ça, alors dis-moi d'où tu viens. Je lui dis, je viens de Tucupita et il me regarde avec un air étonné et me dit, le delta de l'Orénoque? Waouh! Et il me dit, ça a été l'un des voyages les plus importants et les plus significatifs de ma vie, où j'ai vu la plus grande quantité d'oiseaux, de flore et de faune. Et j'en suis tombé amoureux. J'y suis déjà allée 3 fois, j'en ai les larmes aux yeux. Ok, pour moi, ça doit être impressionnant d'être de l'autre côté du monde, d'être de l'autre côté du monde. Et c'est ce que j'ai ressenti. Regarde, moi, j'en ai la chair de poule parce que j'ai vraiment ressenti ça comme un appel qui m'était destiné, tu sais. J'étais à un moment où j'étais obligée de travailler dans le pays parce que j'avais besoin de papiers pour pouvoir y vivre, mais je n'avais pas de but. Et quand cela est arrivé, c'était comme « Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? » Et j'ai aussi ressenti, je ne vais pas te mentir, que j'ai aussi ressenti de la honte. J'ai eu très honte d'être d'ici, d'être née à Tucupita et de ne même pas connaître le quart de ce que signifiait le delta de l'Orénoque.
de tout ce que cela représente pour tant de personnes et que pour nous qui sommes d'ici et qui le voyons tous les jours, parfois ça ne signifie même rien, tu sais. Et je me suis dit, bah ce n'est pas possible. Alors je vais sur le balcon et je regarde le lever du soleil et j'entre dans une profonde méditation. Ma respiration, et j'entre dans une profonde méditation et je finis allongée. Et quand j'ouvre les yeux pendant ma méditation, je voyais un ciel étoilé. J'avais l'impression que les étoiles tombaient littéralement sur moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce ciel n'est pas d'ici, ce ciel est du Venezuela. J'ai acheté mon billet et je suis venue et j'ai pris contact avec quelques personnes que je connaissais parce qu'évidemment, je ne savais pas, je n'avais aucune idée de comment commencer. Et j'ai pris contact avec quelques personnes qui avaient des camps ici. Et bon, étant natif d'ici, évidemment, dans un endroit aussi petit, tout le monde se connaît. Mais avant de continuer à parler de comment tout s'est déroulé, je voudrais que tu nous mettes un peu plus dans le contexte. Comment était la situation à Delta Makuro? Quand tu as décidé de partir, quel âge avais-tu? Comment était l'ambiance à ce moment-là? Que se passait-il à Delta Makuro? Eh bien, je suis partie de Delta Makuro en 2013. J'étudiais à l'Université centrale. Mais justement, nous traversions une conjoncture, une situation terrible dans le pays à ce moment-là, où il y a eu ce désastre, où il n'y avait même pas de nourriture. J'étais de celles qui faisaient la queue interminable au restaurant universitaire, qui devait se lever à 4 heures du matin pour pouvoir acheter du poulet, comme tout le monde quand tout cela est arrivé. Et puis, en 2017, l'université ferme. J'allais et venais, j'essayais d'aller et venir, mais imagine s'il n'y avait pas de nourriture à Caracas, comment était la situation ici? Il y a eu beaucoup de personnes qui sont même mortes pour avoir mangé du manioc amer, c'est vrai. À ce moment-là, ils mangeaient du manioc amer et plein d'enfants mouraient, plein. Parce que l'épicerie, enfin ici, on produit des choses, on produit de l'okumo, on produit du manioc, on produit de la noix de coco. Au niveau local et pour la consommation des familles, mais peu, pas au niveau industriel. Et à ce moment-là, quand il n'y en avait pas, les gens mangeaient de la mangue, mangeaient du manioc, mangeaient, et parfois ils se trompaient, eh bien ils voient une racine de manioc, ils la sortent, et quand c'est du manioc amer, ils finissent morts. Bien sûr, et c'est ce qui se passait à ce moment-là, mais la situation de famine qui régnait alors, c'est-à-dire a obligé beaucoup de gens à partir. J'arrive au Venezuela après 4 ans et demi et je me rends compte que nous étions encore en train de nous remettre d'une pandémie qui nous a laissé dévastés. Parce que ça a été un choc. Après un autre 2017, toutes ces guarimbas se terminent, tout ça, et ensuite, en 2020, la pandémie arrive. Nous n'avons même pas eu le temps de récupérer qu'il fallait déjà affronter autre chose. Et j'arrive en 2021 et enfin je me dis, bon, ce n'est vraiment pas le moment de vivre au Venezuela et je pars vivre en Colombie. Oui, à Medellín, j'ai gagné de l'argent et je suis venue l'investir au Venezuela, à Tucupita. Pour être exact, je me suis dit non, je vais miser sur mon village, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de miser sur mon village. Et j'ai tout perdu en l'espace de 2 mois et je suis retournée à Valérie. J'avais $500 dans ma poche. C'était tout ce que j'avais. Je suis revenue à pied en Colombie en traversant ma frontière. Grâce à Dieu, j'avais appris l'anglais et j'ai trouvé un travail dans un centre d'appel qui m'a aidé à me remettre sur pied. Quand je me suis un peu rétablie, ma meilleure amie est venue de Trinidad et m'a dit « Allons en Europe » et je suis partie en Europe. Avec $800, ce n'étaient pas des euros, je suis partie en Europe avec $800 et je me suis dit « Bon, voyons ce qui va se passer ». Je suis restée environ 1 an et demi. Jusqu'à ce que je viens de te raconter arrive, d'accord? Et j'ai dit, bon, je pars au Venezuela et me voilà en train d'essayer de crier au monde que oui, nous existons, qu'il y a bien un petit bout de terre ici qui a besoin d'être vu. Comment commence cette idée du Venezuela du Tamakuro si ça existe? Quand j'étais en classe et qu'on me demandait, bon, et où sont les gens de l'intérieur? Eh ben, me voilà. Il y avait toujours quelqu'un de Yaracuta ou quelqu'un d'Apure, 1 ou 2 de là-bas, mais presque jamais. J'ai vu des gens de Tucupita et je leur ai dit, je viens de Tucupita, et ils me demandaient, et c'est où ça? Ça n'existe même pas, mais ils ont toujours dit que Tucupita n'existe pas, que Tucupita n'existe pas, que Tucupita n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Que s'il n'y a que le fleuve ici?
Et moi, je les taquinais, tu vois, et je leur disais, quand tu arrives au poste de contrôle, là, justement, on te donne une pagaie et une pirogue. On te donne un grand chapeau. Aux femmes, on donne des noix de coco, un pagne, et tu ne peux plus porter de vêtements. Tu es déjà hors de la civilisation, parce que c'est possible. Et les gens me croyaient, oh, ce n'est pas possible. Enfin, les gens de Caracas me croyaient quand je leur disais qu'ici, il n'y avait même pas de route. Quand le boom des réseaux sociaux a commencé, je partageais des choses en ajoutant un hashtag et en disant que Tucupita existe vraiment. Mais quel était ton nom d'utilisateur à ce moment-là? Mais à ce moment-là, mon nom d'utilisateur était Luz Carina, qui est mon prénom collé. Et donc, eh bien, des gens sont arrivés, je suis allée à ta conférence et puis on a parlé. Je ne me souviens plus de quoi on parlait à ce moment-là, mais tout le monde partageait son nom d'utilisateur. Et je sentais que le mien, comme il n'avait pas de force, il n'était pas marquant, c'était difficile à retenir, mais au final, je me disais, Tucupita existe vraiment, je viens de Tucupita. À la sortie de la conférence, Valéria m'interpelle. Ma fille, viens, change ce nom d'utilisateur, s'il te plaît. Eh bien, c'est là que Tucupita existe à commencer. Tu sais, maintenant, l'arrobase de la fille de Tucupita est aussi jolie. Eh bien, celui-là, je peux l'utiliser pour TikTok parce qu'il n'y en a pas, alors je le prends tout de suite pour que personne ne le prenne. Regarde, je n'ai pas TikTok. Nous avons tant de questions, car nous voulons aussi savoir comment est la vie aujourd'hui à Delta Macuro, ses sources de revenus, ses passe-temps et bien plus encore. Nous allons continuer à explorer pour ne pas rallonger, d'accord? Accompagne-nous, il reste encore beaucoup à découvrir. Et à 2 minutes de la cathédrale que nous venons de visiter, se trouve la promenade Malecón Manamo, qui porte son nom à cause du fleuve que vous voyez derrière. Regardez comme cette enseigne de Tucupita est jolie. Plus tard, nous allons parcourir tout cet endroit, mais ce qui est important en ce moment, venez, 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 venez. C'est l'église San José, c'est la première église qui a été construite à Tucupita. Mais à cette époque, le fleuve arrivait jusqu'au bout de la rue, c'est-à-dire que les indigènes qui venaient à l'église devaient venir en ramant dans leur canoë. Accompagnez-moi, nous allons entrer par ici. Tout cela était un fleuve, jusqu'ici. Alors, ils laissaient leur petite pirogue ici et il y avait un escalier qui les menait vers l'intérieur de l'église. Très jolie aussi, bien sûr, un peu plus simple que la cathédrale. Nous venons de la visiter, mais elle est d'une grande importance. C'est la première œuvre architecturale de la religion catholique. Ici à Tucupita et là-bas au fond, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il y a l'image de José Gregorio Hernández et Maria del Carmen Rendiles. Au moment où cette vidéo sortira, ils seront déjà des saints officiels vénézuéliens, car aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, nous sommes le 18 octobre. La canonisation aura lieu demain, mais cette vidéo sortira probablement quelques jours plus tard. Je suis donc très honoré et heureux que ces personnes si importantes pour notre pays aient enfin cette reconnaissance internationale, surtout pour les plus dévots de la religion catholique. Depuis Rome, maintenant, nous sommes venus au marché municipal. Regardez, c'est l'un des endroits que j'aime le plus visiter. Quand j'arrive dans une nouvelle ville, un nouveau village, même un nouveau pays, c'est là qu'on voit comment les gens du coin interagissent, ce qu'ils consomment, comment fonctionne l'économie, le mouvement. Et ici, eh bien, on commence à voir pas mal de légumes verts, bien sûr, du cassave, qui est très traditionnel parmi les peuples indigènes. Et regardez, vente de fruits, yang. Quelque chose de très intéressant dans ce marché, c'est que là-bas, eh bien, il y a tous les fruits, les légumes. Et à l'extérieur, il y a beaucoup de poissons de rivière Lusca. Quels sont les poissons que l'on mange le plus ici à Delta Macuro?
Eh bien, ici, nous avons le fameux Laolao, qui est celui que le monsieur a. Celui-ci est du dorado, bon, celui-ci est du dorado, nous avons du dorado, nous avons du lolao, et nous avons le rayado, qui sont tous de la famille des silures, les silures de rivière, celui qui est là, c'est le rayado, évidemment caractérisé par les rayures. Waouh, c'est magnifique. On l'appelle aussi poisson-tigre ou poisson-chat également. Depuis quand vendez-vous du poisson ici? Chef, 32 ans. 32 ans, et vous êtes né ici à Delta Makuro? Non. Je suis d'ici. De comment vous êtes arrivé ici à Tucupita? Vraiment d'une domestique. Quel petit poisson avez-vous là dans la main? Coporo. Et combien coûte le kilo? 6 cents. 600 bolivars, ce qui ferait environ 3 dollars. Nous sommes ici avec Solimar, sur l'un des petits stands du marché Solimar. Depuis combien de temps vendez-vous du poisson? Depuis environ 20 ans. Tu es né ici à Tucupita et tu as toujours vendu du poisson avec ta famille? Oui, monsieur. Quel est le poisson qui se vend le plus? Celui-là, le cocoté et le coporo. Celui-ci qui est ici, c'est l'amorocota. Et pourquoi le coupe-t-il comme ça? Les gens préfèrent quand c'est plus simple. En général, celui-là se mange en rondelles, oui, et il se mange frit ou grillé à la poêle. Regardez comme c'est spectaculaire, c'est comme ça que ça ressemble quand on le sort de la rivière. Et regardez cette coupe artisanale qu'ils font. C'est tout un spectacle à exposer et vraiment, ça a l'air très attirant. En plus, ça me donne envie de prendre une rondelle et de la mettre à la poêle. Même après le petit déjeuner, ce spectacle donne toujours envie d'en manger. Solimar, raconte-moi en quelques mots comment c'est de vivre à Tucupita. Non, la qualité, c'est spécial, meilleur que dans un autre état. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie ici à Tucupita? Eh bien, moi, j'aime tout. Tu travailles au marché du lundi au vendredi ou samedi. Tous les jours. Même le dimanche, du lundi au lundi. Et quand te reposes-tu? Eh bien, le dimanche, un après-midi. Jusqu'à quelle heure, plus ou moins, travailles-tu? Jusqu'à 1 heure? Ah, jusqu'à 1 heure. Après, c'est le repos. D'accord. Et Solimar, qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes après-midi libres, le week-end, quelque chose de spécial? Comment vous amusez-vous? Non, une petite baignade à la maison. Une petite baignade à la maison avec une petite bière? Parfois. Parfois, parce que le lendemain, il faut travailler, c'est comme ça. Bon, merci beaucoup. Solimar, regardez comme ce poisson est beau, c'est un silure jaune. Même si vous ne le croyez pas ou que vous entendez le mot silure dans votre tête et que vous dites « Burk, un silure ». Le silure de rivière est divin. J'ai eu l'occasion d'aller une fois pêcher au Cahora, et là-bas on attrape de la payara, du pavon et du silure de rivière. Et ça c'est vraiment spectaculaire. Ceux qui parlent de silure se trompent, ils confondent le silure de rivière avec celui de mer, qui est très différent. Et en plus, regardez la beauté de ces poissons. Ça me fait penser aux poissons léopards qu'on a vus aux Maldives, mais évidemment plus petits et d'eau douce, tout rayé comme ça, c'est magnifique. Nous allons continuer à explorer pour voir ce que nous trouvons dans ce marché. Ce que vous voyez là, ce sont les piranhas, les célèbres piranhas, qu'on ne trouve pas seulement ici dans le delta, mais qu'on a aussi pêché dans les plaines d'Apure. Voici la guaraguara et voici le buco. Ce sont des poissons qui vivent au fond de la rivière et qui se nourrissent de pierres, de mousse. C'est pour ça qu'ils sont comme ça et qu'ils vivent sous la terre, dans la boue, comme dans le fleuve Orénoque. En dessous, c'est de la boue, c'est boueux. Ce sont des animaux, ce sont des poissons de boue. Ils sont comme les coronchos. Comme les coronchos, ceux-ci sont les coronchos. Ah, regarde, mais ici, son nom ici typique, c'est busco. Comment s'appelle ce poisson rayé? C'est aussi un poisson-chat, n'est-ce pas? Un poisson-chat, oui ou non? Et où est-ce qu'on le pêche? C'est déjà presque à la sortie vers l'océan Atlantique. Et ça se pêche avec des hameçons. Ah, avec une ligne. Avec tout? Avec des hameçons, avec une ligne. Combien coûte le kilo de celui-ci? 600 bolivars le kilo du poisson-chat rayé, ce qui ferait environ 3 dollars. Eh bien, c'est le même poisson-chat rayé. Non, celui-ci c'est le poisson-chat jaune. C'est le poisson-chat jaune. Et une question, lequel tu préfères? Le poisson-chat jaune ou le poisson-chat rayé? Le rayé? Le rayé, ils sont bons aussi? Oui. Et comment on les mange généralement? Dites-nous. Frites. Ainsi, peux-tu m'expliquer comment on sale le poisson dans le delta? La salaison, c'est comme vous le voyez ici. Le poisson pour la salaison, on l'ouvre ici par le dos pour qu'il s'ouvre complètement, comme vous le voyez ici. Et ensuite, on fait la coupe, ce qu'on appelle caler, on le cale.
Et ensuite vient le processus de mettre le sel, et après le sel, au soleil, jusqu'à ce qu'il soit complètement déshydraté. Et après d'eau, ça dure combien de temps environ? Après, ça peut durer des mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend, parce que si tu le mets... Maintenant au réfrigérateur? Ça dure beaucoup plus longtemps. Bien sûr, et au moment de le manger, tu dois d'abord enlever le sel. Pas exactement, il faut le dessaler, enlever le sel, puis l'assaisonner et le cuisiner comme tu veux. Comment est la vie ici à Tucupita selon toi? Qu'est-ce que ça veut dire vivre ici à Tucupita? Non, vivre ici à Tucupita, c'est excellent, mieux que dans n'importe quel autre état. Cette réponse a aussi été donnée par une autre dame. Je dis aussi que c'est mieux que dans d'autres États. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Tucupita est un état qui n'est pas aussi agité, c'est plus tranquille. Tu comprends que dans un autre état, au moins si tu vas à Puerto Alda, là-bas la vie est plus agitée? Exactement, plus rapide. Tu comprends? Ici non, ici tu marches tranquillement. Ici, tu trouves tout près, tout est calme. Ici, tu n'auras aucun problème avec rien. Raconte-moi, comment se passe une journée typique depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches? Me lever à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, aller à l'endroit où l'on cherche les poissons, les amener au marché municipal et ensuite commencer le processus de vente. Jusqu'à 13 heures quand le marché ferme, n'est-ce pas? 13 heures Et après 13 heures à la maison? pour se reposer en famille. C'est ça, merci avec la famille. Petite question, c'est toi qui pêches ou tu achètes à quelqu'un au port? Nous, on pêche, puis ils achètent et revendent. Ici, nous allons dans un port pour acheter aux personnes qui pêchent. Nous sommes pratiquement des revendeurs. Quel est le poisson le plus vendu? Ce poisson-chat rayé. Non, curvinata, rayé, tout se vend. Curvinata me rappelle la courbine, c'est pareil. C'est un poisson de mer ou de rivière. Non, c'est pareil, mais l'une vient d'eau salée, l'autre d'eau douce. Ah d'accord? L'une vient de l'eau douce, l'autre de l'eau salée. À un autre stand, on m'a dit qu'on vend aussi des poissons de mer ici. Oui. Et ceux-là vont pêcher dans l'Atlantique ou bien ces poissons entrent dans le delta et ils les attrapent là-bas? Non, ils viennent en transport. Ah d'accord, ils les pêchent en mer et les ramènent. Bien sûr, ceux-là viennent d'autres états. D'accord. Il va les chercher dans un autre état et il les ramène comme de l'azucar. Par exemple, exactement d'accord. Et quel est ton poisson préféré? Le rayé, le doré, n'importe lequel, Ils sont tous bons, n'est-ce pas? Tous. sont bons. S'ils nous nourrissent, ils sont bons. Bien sûr, ils sont tous comestibles. Combien coûte le kilo de dorade? 6,50. Et sinon, que proposez-vous ici? Sardinata? Sardinata, bon, je vais déjà vous aider. Ah, dorade, sardinata. 6,50 rosa. Comment est la vie à Tucupita? C'est mieux qu'ailleurs, dans un autre état? Parce qu'ici, la vie est moins chère. Pesquera pourrait aller avec la société de pêche? D'accord. Là où tu peux au moins travailler avec ton petit poisson, avec la plantation, tu peux gagner un peu d'argent. Bien sûr. Et vous, depuis quand vendez-vous du poisson au marché? Moi, ça fait environ 8 ou 9, à peu près 10 ans. Et avant de vendre du poisson, qu'est-ce que vous faisiez? Je suis diplômée en administration. D'accord? Je suis ingénieure en systèmes et technicienne en fiscalité et droit fiscal. Waouh, et avec toutes ces études, pourquoi avez-vous décidé de venir vendre du poisson? Non, la majorité de ma famille est ici. Tous ceux qui sont là-bas devant sont ma famille. Ce sont mes frères. Nous sommes cousins, neveux, comme ça. Presque tous les premiers stands d'ici sont tenus par mes frères. Une affaire de famille? Eh bien, pratiquement les autres viennent de Delta Bend ou des environs. Il y a d'autres personnes qui sont ici même, qui sont aussi des bénéficiaires également d'ici. D'accord. Qui vivent là où je vis, mais ils sont là depuis des années. Leurs familles, leurs parents sont pratiquement ceux qui ont, ce sont les descendants, parce qu'il reste, eh bien, d'eux, d'accord? D'accord? Alors? Tout à l'heure, tu nous disais que ce que tu as là-bas, ce sont comme les branchies du poisson, les déchets, hein? Ce sont les déchets du poisson. Et à quoi tu les utilisais? Pour la nourriture des cochons, au moins, moi je leur prépare, je leur cuisine, Eh bien d'accord. et je la donne aux animaux. Ah, car à la maison aussi, ils ont des cochons. Bien sûr, pour descendre. Eh bien, exactement pour les ventes, Ah, ils élèvent aussi des cochons pour vendre ou consommer eux-mêmes? pour la vente, pour la consommation, Pour les deux. eh bien pour les deux choses. Et la poule et les œufs. La poule, tout ça. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre ici à Delta Makuro? Parce que c'est un endroit plus tranquille, on ne voit pas la vie aussi, comment te dire, aussi Te dire, misérable, parce qu'il y a des personnes, tu vois, dans d'autres États, dans d'autres pays, enfin dans d'autres États par là, et les gens vivent beaucoup de misère. Oui. Ici, il y a moins de besoins. Tu vends n'importe quoi et ça part. Les gens s'entraident. Alors que dans d'autres États, si tu n'as rien, c'est terrible. et s'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer ou quelque chose que tu n'aimes pas,
de Tamakuro. Qu'est-ce qui serait bien? Au moins ici, j'aimerais qu'on puisse au moins réparer, tu vois, soi-même les stands et tout ça. Si je te dis ce que je veux qu'ils réparent ici, vu qu'ils sont dans l'état du Tamakuro, tu ne me croiras pas? Dis-le-moi, dis-le-moi. Parce que pratiquement la vie en ce moment est critique, Bien sûr, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. bien sûr. Parce qu'ici, il y a aussi des parents et des familles qui sont dans le besoin. Pas moi, j'ai déjà mes enfants qui sont grands, je n'ai pas ce besoin. Je continue à travailler dans la rue pour subvenir au quotidien et aider mes enfants. Parce que j'ai aussi des filles qui sont des professionnels. Un fils aussi, je n'ai qu'un seul fils, 2 filles, mais elles sont aussi des professionnels. Et ils vivent à tous ici. Bien sûr, ils vivent ici et je les aide, et bien pour leur dire, mais il y a des gens, des enfants, des femmes qui sont dans le besoin. Et j'aimerais que le gouvernement leur tende une main amie, un soutien. Qu'ils les aident. Parce que ce n'est pas seulement pour moi, parce qu'on ne peut pas parler que pour soi, mais aussi pour les autres personnes. Il y a aussi ceux qui sont dans le besoin, les indigènes, les créoles eux-mêmes. Bien sûr. Il y a des personnes dans le besoin et j'aimerais que le gouvernement leur apporte son aide. Bonne journée, j'espère que tous pourront pêcher aujourd'hui. Nous sommes revenus à la section des fruits et légumes et nous venons d'acheter quelques fruits de la passion. Regardez comme ces fruits de la passion sont bien remplis. Et maintenant, on passe du côté végétarien. Dans ce petit marché, on peut trouver de tout, des articles de quincaillerie, des ustensiles de cuisine, bien sûr des fruits, des légumes, des herbes, du poisson, des vêtements. Que voulez-vous de plus? Ah, ici il y a de tout, regardez. De l'artisanat, ici il y a de l'artisanat. Si vous pensiez qu'il n'y avait pas de bœuf ou de porc, il y en a ici aussi. Voici l'autre côté du marché. Allez-y, chef, regardez comme c'est beau. Par ici, il y a plusieurs boucheries. Nous avons garé la voiture là-bas et nous avons commencé à marcher par là. Ici, il y en a quelques-unes qui semblent fermées, mais il y en a aussi par ici. Ah, regardez, je comprends. Du poulet, bonjour, comment allez-vous? Bien sûr, il est déjà 12h30. On nous a dit que le marché ferme à 1h. Alors, j'imagine que beaucoup sont déjà descendus à la Santa Maria et sont partis profiter chez eux. Avec leur famille. Et pour preuve, regardez, là-bas, le monsieur termine de tout nettoyer et range ses affaires pour rentrer chez lui. Maintenant, nous sommes venus déjeuner chez monsieur Rogelio. Là en face, c'était une licoristerie-épicerie. Un Bodegon, c'est à la fois une licoristerie et une maison. Ouais, une licoristerie et en même temps une maison. On vient de là-bas derrière, là où on a garé la voiture. Bon, on a traversé jusqu'au bout. Bonjour, bonjour, comment ça va? Tout va bien. Et regardez ce privilège, ce spectacle dans la cour de la maison, la sortie sur le fleuve Manamo, des petites tables ici, un petit restaurant. Waouh, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial, n'est-ce pas? Quel lieu incroyable, Luska! Comment l'as-tu découvert? Eh bien, je racontais justement à Valérine que Monsieur Rogelio est très connu ici à Tucupita. Il a commencé donc avec sa petite boutique de spiritueux là devant et bon, tout le monde a commencé à le connaître parce que le week-end, les gens viennent boire un petit verre. Alors, les gens ont commencé à entrer jusqu'au fond. Maintenant, tout le monde entre comme chez soi. Et ils ont commencé à amener une petite caisse de bière. Ensuite, un autre rendez-vous, bon, on va faire un repas et voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est un endroit pour les gens d'ici, de Tucupita. Et Monsieur Rogelio cuisine pour eux. Ici, il y a aussi de la nourriture le week-end. Je suppose qu'il se spécialise dans les poissons de rivière. Il est spécialisé dans le poisson et maintenant, ils lui disent de te raconter comment il ramasse les crevettes. Oh, quelle beauté! Et c'est la rivière Manama, bien sûr. Manamo, Manamo. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Manamo est la numéro 1. Dans la langue guarao, on l'appelle Manamo parce que c'est le fleuve principal, le grand fleuve, le fleuve numéro 1. D'accord. Alors, C'est pour cela que le fleuve s'appelle Manamo. je veux vous présenter Monsieur Rogelio. Racontez-moi, comment est-on né ce petit restaurant, Monsieur Rogelio? Ah, grâce à la pêche des crevettes, nous avons tous un gisement de crevettes ici. Et il y a environ 30 à 40 pièges à crevettes. Waouh, les crevettes,
Au début, je les donnais, mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de crevettes, eh bien, j'ai commencé à vendre des crevettes à l'ail puis panées. Et aujourd'hui, nous vendons actuellement des crevettes en malitiéras, des crevettes à l'avocat. Nous faisons aussi du cocktail de crevettes. Nous avons fait du ceviche de crevettes avec ces crevettes, de tout. Ce sont des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces crevettes ont été la bénédiction de cette famille. Eh bien, avant non, ça c'est depuis avant-hier, parce qu'avant ces crevettes, elles étaient très petites. Ce qui se passe, c'est que je dis que c'est la nature, ou les greffes de pierres à feu, grâce auxquelles aujourd'hui, dans le fleuve Orénoque, nous avons des crevettes bleues. Au passage, d'accord, un projet d'un gouvernement précédent qui voulait créer la crevette bleue, et ça ne s'est pas fait, mais cet Orénoque a quand même des crevettes bleues. Je les ai eues dans mon aquarium. Waouh! J'ai ici des photos de crevettes bleues, mais nous avons aussi des crevettes normales appelées colitas. Les grosses se trouvent à Pedernales. Et vous êtes d'ici, de Tucupita? De Tucupita est toujours ici? Toute ma vie à vivre ici à Tucupita? Toute ma vie à vivre ici à Tucupita? Monsieur Rogelio, qu'appréciez-vous le plus à Tucupita? Mira, tu sais, ici, il y a sa propre culture, la paix, la tranquillité. Pour te dire, eh bien, ici, les habitants du Delta, nous sommes de grands buveurs d'alcool à cause de la facilité et des amis. Ici, il y a toujours quelqu'un pour t'offrir à boire. Ici, il y a du travail. Ici, on ne mendie pas. Ici, on nous donne. Ici, il y a de l'espace, des amis, de la famille. Ici, nous sommes très soudés, comme une famille. À Tucupita, état du Tamacuro, nous nous connaissons tous. Et, monsieur Rogelio, s'il y a quelque chose que vous aimeriez changer ou quelque chose que vous n'aimez pas dans le fait de vivre ici à Tucupita, qu'est-ce que ce serait? Que puisse-je te dire? Qu'est-ce qu'on peut changer ici? Ce que nous voulons, c'est nous n'allons pas mélanger des choses qui pourraient nous déranger, mais le paysage dit tout. Une beauté, n'est-ce pas? Ceux-ci s'admirent et se respectent, et c'est quelque chose que nous avons tiré profit ici du Tama. C'est ça. Ce que je peux te dire, c'est que ce qui nous manque ici, c'est une bonne exploitation touristique. Nous avons les canaux, nous avons la source des mangroves, là-bas, vers Bosque Tigre, des campements très très beaux que j'ai eu l'occasion de visiter. Et puis, la promenade Malecón-Manamo, ce projet qui n'a jamais été réalisé, j'espère qu'un jour ils le feront, ce serait un projet formidable. Qu'est-ce que vous nous préparez par là, monsieur Rogelio? Aujourd'hui, nous vous préparons ici un lolao mijoté dans du lait de coco, c'est la tradition. Ouf. Du tama en partie, car ici c'est la tradition, nous sommes très chasseurs et amateurs d'iguanes. D'accord. Dans ce petit restaurant, nous avons vendu plus d'iguanes que tout autre gibier. Waouh. Les saisons des iguanes sont en février et mars, ce sont les saisons. Et donc, actuellement, nous vendons du poisson normal, du lao-lao, la foire du kokoro. En ce moment, il y a la foire du crabe, que vous pouvez voir lors de la promenade. Les indigènes, ce sont des saisons. Et donc, aujourd'hui, j'aurai le plaisir et le privilège de cuisiner pour vous, avec du coco et du curry, un lolao mijoté, avec du bolé de banane, dont ici, le processus du bolé de banane, qui est un pilon de différentes tailles, nous l'avons, celui-ci est un petit. Hépatité. Celui-ci est petit, na. Guara, regardez. La taille va de mon pied à mes genoux et c'est petit. Et il faut que ce soit avec de la banane plantain, parce que je vois que celle-ci est un peu verte. Ah, avec de la banane plantain verte. Certains ajoutent aussi de la banane plantain mi-mûre. D'accord. Pour donner une touche sucrée. De sucré, d'accord, avec une belle apparence. C'est une question de goût. Et après avoir écrasé la banane, ils la refont comme ça, à nouveau sous forme de banane, et ils la coupent en petits rouleaux. Je vais en prendre un ici pour le goûter, avec le lolao au curry et à la noix de coco. Mais il y a aussi de l'okumo. Regardez, regardez. Comme cet okumo est beau ici, Monsieur Rogelio nous disait que les indigènes Guarados l'adorent. Ils en plantent beaucoup. Et voici notre déjeuner. Tu prends ici et tu manges avec la sauce et avec la main. C'est bon? Comme ça, c'est divin. Nous sommes revenus au Paseo Manamo, cette fois pour prendre une petite barque qui va nous faire traverser tout le Cagno. Une curiosité qui se produit dans les eaux du delta, c'est que le courant change toutes les 6 heures selon le niveau de la mer. C'est-à-dire, quand le niveau de la mer est haut, quand le courant est fort, eh bien l'eau arrive, les deltas sont inondés et le courant va dans un sens. Quand le niveau de la mer baisse, c'est comme si l'eau du delta était aspirée vers la mer
et l'eau part dans l'autre sens. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas. Au bout, il y a une petite pirogue, ici on l'appelle aussi curiara. Mais j'avais compris que la curiara avait un moteur et que la canoë n'en avait pas. Les indigènes des communautés voisines fabriquent leurs artisanats et les vendent pendant la promenade, surtout ces semaines-ci où il y a une sorte de foire, selon ce qu'on nous a dit. Alors ils amènent tout, vendent, puis quand le courant est en leur faveur, ils repartent. Parfois, le courant ne change pas si vite, alors ils doivent attendre. Sur cette petite plage qui se forme ici, qui est aussi très très jolie. Regardez tous les palmiers, là il y a le sable, et ici on peut voir une curiara ou une pirogue. Et là-bas, on peut aussi voir une autre famille qui est en train de revenir. J'imagine que c'est parce que le courant est déjà en leur faveur. On nous disait qu'en 2008, il y avait, je ne sais pas si le mot est abondance ou quoi, mais il y avait beaucoup de moteurs et tout le monde en avait. Donc, des moteurs. Et puis, avec les années, avec la crise, les moteurs ont commencé à tomber en panne. Et pratiquement, en ce moment, ils reviennent à leurs traditions ancestrales, c'est-à-dire naviguer dans leur pirogue sans moteur, en ramant. Nous avons eu l'occasion de venir dans le delta en 2018 et nous n'avons plus vu d'indigènes avec des moteurs. Tout ce que nous voyons, c'était des petites pirogues et aujourd'hui, eh bien, cela continue. Je veux que vous fassiez la connaissance d'Alexis. Il est d'ici, du Tamakuro, c'est bien ça? Oui, monsieur. Raconte-moi ton histoire, Alexis. Eh bien, j'ai 19 ans d'expérience dans le tourisme et je fais des visites guidées dans toute la Venezuela, surtout sur l'Orénoque. Pour que les touristes viennent et découvrent le delta qui existe vraiment, nous essayons de promouvoir les excursions au Tamakuro. Tu me parlais de quelque chose à propos des pirogues pour pouvoir garder l'équilibre. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, en fait, les pirogues les sont un peu capricieuses parce qu'on ne peut pas monter et s'asseoir brusquement, sinon elles se renversent. Il y a une technique, il faut croiser les jambes. Comme ça, tu colles tes jambes contre les deux bords de la curiara pour garder l'équilibre de la curiara, sinon elle se renverse. D'accord, c'est vrai qu'elles sont vraiment étroites, n'est-ce pas? Oui, il faut faire très attention. Et j'ai une question, Alexis. Je croyais que les curiaras sans moteur s'appelaient des canoës. Ou bien on les appelle aussi curiaras. Même si elles n'ont pas de moteur. Eh bien, quand elle a déjà un moteur, oui, c'est une curiara parce qu'elle est déjà faite d'un seul morceau de bois. D'accord. Vous connaissez déjà le nom général? D'accord. C'est pour ça que c'est curiara, sinon, eh bien, avec un moteur. D'accord. Maintenant, ce qui est une barque, oui, ils appellent ça une barque, d'accord? D'accord. Quel que soit ton modèle, pour lui, c'est une barque. Mais celle qui vient de partir, la famille, là, c'est une pirogue ou une curiara? Curiara. Curiara aussi, d'accord, mais sans moteur. Bien sûr, maintenant, canoë est un terme général, donc... Ah. D'accord, je peux dire que c'est sakano en anglais. D'accord. Tout le monde le connaît déjà. Mais bienvenue sur l'île Santana. Comment tu t'appelles? Maciel? Comment Maciel? 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 Quel âge a Maciel? 3 ou 4? 5. Frappe la foi et... La mère de la plantation sort d'ici pour aller vendre au marché la banane plantain et le manioc, le cacao, tout entier, tout ce dont tu as besoin, il l'apporte d'ici. Alexis, tu nous as dit que tu travaillais dans le tourisme depuis 19 ans et j'aimerais que tu nous racontes un peu plus en détail toute ton histoire dans le secteur du tourisme. Eh bien, tu vois, j'ai commencé en 2007. Pour la première fois, je suis parti comme volontaire au campement Orinoco du Taloy et c'est là que tout a commencé. Quand je suis arrivé, ils nous ont mis 3 mois en tant que volontaire là-bas, avec 2 heures de travail et 3 heures de temps libre pour le reste.
Alors j'allais me promener avec les touristes et un jour j'ai dit au propriétaire que je ne voulais plus être volontaire, mais que je voulais travailler. Mais je ne veux pas qu'on me paie parce que je veux juste apprendre. Ils m'ont dit que c'était bon et ils ont commencé à me donner des petits groupes comme ça de l'IPEC. Quand le moment est arrivé, ils m'ont dit bon, ils ont commencé à m'envoyer dehors, je ne sais pas, à l'aéroport. Parce que comme je parlais anglais et espagnol, c'est là que tout a commencé, c'est de là que tout est né. Et en 2012, je n'ai plus continué à travailler. J'ai commencé à monter ma propre affaire parce que beaucoup d'amis me disaient « Regarde, lance ton entreprise », mais je ne voulais jamais. Un jour, ils m'ont dit « Fais un site web ». Je ne savais pas comment faire. J'ai cherché sur YouTube et j'ai commencé à en faire un. Ça m'a pris 3 mois, je l'ai publié. J'utilise ça actuellement. Lesquels? Et qu'as-tu fait pendant tout ce temps où il n'y avait pratiquement pas de tourisme, non seulement ici dans le Delta, mais aussi dans de nombreuses régions du Venezuela? Comment t'es-tu débrouillé? Écoute, à ce moment-là, j'en ai profité pour créer le site web. Je me suis dit qu'un jour ça me servirait. En fait, ma femme se disputait avec moi. Mais non, je me disais qu'un jour ça me servirait. C'est là que j'ai commencé et que je l'ai terminé. Je l'ai publié et j'ai encore l'iPod, un iPod Touch. J'ai tout fait là-dessus, j'ai tout écrit là-dessus. Cette petite chose, maintenant quand je la prends, je vois quelque chose de si petit. Je l'ai encore comme réserve. Je l'ai sur cet iPod Touch. Il contient toute ma vie. Depuis que je travaille dans le tourisme, toutes les photos sont là-dessus. Maintenant, je voudrais que tu me parles un peu de comment était le tourisme ici. Il y a 19 ans, beaucoup de gens venaient, il n'y en avait pas autant, maintenant il y en a plus, maintenant il y en a moins. Comment tu remarques, eh bien, à cette époque, en 2007, je me souviens que je m'occupais de plus de 30 personnes que des Danois. Je laissais partir un groupe et 30 autres arrivaient. J'en laissais partir et 30 autres arrivaient. Il est arrivé un moment où je n'en pouvais plus, c'est-à-dire, oui, je voulais, mais mon corps ne suivait plus. Eh bien sûr, à cette époque-là, il y avait des vols directs depuis le Danemark. Oui, je n'en pouvais plus. Mais alors le propriétaire me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le propriétaire m'envoyait 3 jours à Margarita, tout payé, y compris pour moi et les yaks. C'est-à-dire que le Tamakure est plein de touristes. Tout se passe ici. Il y avait des touristes qui se promenaient comme tu ne peux pas l'imaginer, des Allemands, des Polonais, toutes sortes de touristes avec des chaises. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient ici dans le Delta Makuro? Qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Parce que quand tu dis Delta, ils pensent que c'est l'Orénoque. Allons dans le Delta. Quand tu dis Delta, tu ressens, eh bien, allons-y, c'est l'Orénoque, allons là-bas. Quand j'arrivais ici à Tucupita, à cette époque, je trouvais des gens qui travaillaient à Pirata. Non, moi je t'emmène, je te fais un meilleur prix. Alors? Ils y allaient comme ça? Actuellement, sans certification du ministère du Tourisme, tu ne peux pas être guide. Évidemment, bien sûr. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai ça, j'ai déjà reçu beaucoup de certificats et bon, je commence. Je suis le tout premier à avoir commencé ici à Tucupita. Félicitations. En essayant de promouvoir le tourisme ici dans le Delta, ici à Tucupita, pas seulement avec les étrangers, mais aussi avec les nationaux, parce que de plus en plus de nationaux viennent. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer ou qu'on pourrait améliorer en général pour que le tourisme recommence à prospérer? Comme il y a 10 ans, comme il y a 19 ans, pour que beaucoup de personnes viennent, pas seulement du Venezuela, mais aussi de l'étranger. Eh bien, tout d'abord, je dirais que, il faut que le Venezuela change. Tucutico, parce que les gens ont peur de venir, c'est leur grande crainte. Ici, à l'intérieur, certains disent « Waouh, c'est dangereux, mais quand tu arrives à l'endroit où, comme vous pouvez venir sans aucun problème, alors on vous accueille et on fait tout le tourisme. » Mais ces personnes ignorantes ont peur. Et honnêtement, nous nous sommes sentis super en sécurité à tout moment. Si tu aimes l'aventure et veux découvrir le Venezuela et ses communautés indigènes, viens ici pour vivre un moment incroyable. Ici, on nous a donné une petite noix de coco. Et il n'y a pas que les humains qui en profitent. Regarde cette petite chose. Je suis une petite vieille, je n'ai pas de dents. Je suis toujours ici sur l'île de Santa Ana et je vais parler anglais parce qu'il y a une communauté qui vient principalement du Guyana et ils parlent principalement anglais, n'est-ce pas? Et comment êtes-vous arrivé ici à Delta Makuro et avez-vous commencé à vivre ici? Eh bien, mes parents et tous les autres.
Ils sont revenus il y a quelques années et, eh bien, nous avons fondé une famille et commencé à construire, alors nous sommes venus. Oh, tes parents vivant de l'agriculture, n'est-ce pas? Oui. Et quel est le fruit ou la plante que vous cultivez le plus? Le plus, c'est la banane plantain. C'est ce qu'on cultive le plus, enfin, c'est ce qu'on a, d'accord? Et aussi vous allez pêcher sur la rivière. Oui, attraper du poisson, eh bien, c'est surtout ça la vie, la pêche, l'agriculture, oui. Tu aides tes parents à la ferme ou tu vas aussi à l'école à Tucupita. Eh bien, Nous n'avons pas encore commencé. ah, tu n'as pas encore commencé. D'accord, tu vas commencer à Tucupita. Oui. Quel âge as-tu? 18 ans. 18 ans? Merci beaucoup. J'aime vraiment ton anglais. C'est intéressant. Une famille qui, eh bien, es-tu venue du Guyana? Je ne sais pas depuis combien de temps, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mon Dieu. À la maison, on ne parle qu'anglais. Et l'anglais, si tu n'y prêtes pas beaucoup d'attention, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'en vérité, il a un accent que Tom, qui a beaucoup voyagé, me dit qu'il est très similaire à celui du Suriname et bien sûr à celui de la Guyane. Et c'est compliqué, mais très cool. Ici, sur la petite île de Sainte-Anne, qui est très proche de Tucupita, regardez, cette barque que vous voyez là transporte des personnes vers Trinité et Tobago. Les voyages partent une fois par semaine et durent entre 3 et 4 heures. Nous revenons de cette balade en barque et maintenant nous allons faire une petite promenade en Curiara. C'est assez compliqué de garder l'équilibre. Alors, Nini... Prends-tu des risques? Ta Curiara? C'est vrai? Aïe, 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 aïe. Aïe. J'ai failli tomber. Sérieusement, elles sont super instables. C'est compliqué. Oh. Comment ça va, chef? Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Quel est le nom de votre village? Venez-vous de Tucupita ou d'une petite île? L'une des îles là-bas. Allez à Santa Ana? Vous êtes de là-bas? Oui. Ah, nous venons de là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas, au fond, mais le soir, ici sur le Paseo Manamo, ils font de la bailothérapie. Les gens viennent faire de l'exercice. Super, tu entends? On va danser à la Macarena, là-bas. Nous sommes arrivés de cette balade en Curiara et une communauté Guarao nous a accueillis autour d'un feu de camp pour nous faire une danse typique. Notre chant est en langue Guarao et le chant s'appelle Maromuzaran, ce qui signifie l'oiseau de feu long. Malamuzara, Malamuzara. Merci. On vient de faire des achats impulsifs, regardez. Moi, je me suis acheté ce petit collier, une seule pièce, simple et mignonne. Regardez, ce sac tissé. Ici, avec ça, oui, c'est comme le tissage typique.
Guarao, vous savez, c'est vraiment très difficile d'arriver jusqu'ici. Et bon, c'est pour offrir. On ne sait pas si, je ne sais pas, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on sent que c'est une façon de soutenir toutes les artisanes. Lors de notre visite en 2018, tout l'argent liquide que nous avions emporté était nécessaire car il n'y avait ni paiement mobile, ni réseau téléphonique. Nous l'avons investi dans des produits Guarao et au fil des années, nous les avons vendus dans notre petite boutique Locos Store. Même si je dois mentionner que Ninita en a gardé environ 80%. Maintenant, eh bien, il y a plus de facilité pour faire, comme je te dis, le paiement mobile. En plus du fait que si nous nous décidons à vendre ces produits et que vous les achetez, cela pourrait devenir plus répétitif, car on peut maintenant leur faire un virement grâce au paiement mobile et à leur compte, puis envoyer les produits à Caracas, ce qui est plus simple. Avant, bon, c'était uniquement en espèces sur place, donc pratiquement impossible sans voyager nous-mêmes. Et si c'est un voyage uniquement pour acheter et vendre, ce n'est pas rentable, parce que bon, bonjour à tous ce matin voyageurs. Hier, nous avons terminé ces négociations pour l'artisanat, et il était déjà très tard. Nous avions fait beaucoup de choses dans la journée, et la chaleur fatigue beaucoup. Et nous sommes allés directement dormir, mais aujourd'hui, nous nous sommes réveillés très tôt, parce qu'une nouvelle aventure nous attend. Mais avant, je veux vous montrer ce petit endroit que je trouve incroyable. Bonsoir, comment allez-vous? Valérie se moque de moi parce que je dis bonjour le matin. Regardez, comme ce café est magnifique. Nous sommes dans un endroit qui s'appelle Friends. Il vient d'ouvrir il y a seulement 3 semaines. Et il y a quelque chose de très cool, ce sont ces petites tables. On s'assoit là et on commence à jouer un peu avec ses pieds pendant qu'on pose sa boisson. Ici en haut, ils ont aussi des argiles, quelques petites tables et, eh bien, ils te préparent toutes sortes de cafés. L'après-midi, ils ont de la glace avec du yaourt et tout ça. Je suis agréablement surpris par tout ce que nous avons trouvé ici à Tucupita. Vraiment, la ville est très très propre. Les feux de signalisation sont les plus technologiques que j'ai jamais vus. Je crois que ce n'est pas seulement au Venezuela, mais dans toute ma vie. C'est-à-dire, ils t'indiquent la température, l'heure évidemment, le temps pour traverser. Et en plus, ils servent aussi de passage piéton, tout sur le même petit écran du feu de signalisation. Regardez aussi l'endroit, même s'ils sont peu nombreux. Il y a des entreprises, regardez, dignes d'être dans n'importe quelle ville. Ce café à Caracas serait un vrai succès, c'est-à-dire, il était magnifique. En plus, hier, il était plein, vraiment plein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est délicieux. Enfin, oui, je sais que c'est parce que c'est délicieux, parce que je viens de les goûter. Les sandwichs sont divins, mais aussi parce que c'est nouveau et bon. Il y avait beaucoup de gamins, certains venaient directement de l'école, ils venaient ici pour profiter, il y en avait même qui portaient encore leur chemise beige. Et j'adore que les gens de ces endroits décident de miser sur leur village au lieu de vouloir partir vers les grandes villes ou même à l'étranger. Comme disait Liuska, elle a passé plusieurs années à l'étranger, puis elle a décidé de revenir pour contribuer à son village et le faire connaître. Parce que oui, même si certains disent le contraire, Tucupita existe bel et bien. Tout ce que vous voyez ici, c'est la file d'attente pour faire le plein d'essence ici. L'essence à la station-service internationale n'est pas subventionnée, elle est au prix normal, et malgré cela, les files d'attente sont très longues. Liuska, tout au long de cette vidéo, nous avons beaucoup appris sur la vie à Tucupita. Nous avons vu que la plupart des gens vivent de l'élevage, de l'agriculture ou de la pêche. Nous avons également remarqué à travers toutes les réponses des gens que c'est une vie très paisible, que les gens sont très stables. On peut dire qu'ils ne sont pas nationalistes, c'est-à-dire qu'ils préfèrent leur région au reste. Et c'est très beau, car cela permet ensuite de la préserver et de la protéger. Mais j'aimerais que tu me dises ce que tu as le plus aimé et ce que tu changerais après avoir décidé de revenir vivre ici à Tucupita. Commencer ce projet et promouvoir la destination. Bien. Emma, fondamentalement, je pense que je partagerai dans ce cas l'avis de tous les Deltanos avec qui tu as déjà parlé. Vraiment, la gentillesse, la bonté, la tranquillité de vivre ici, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Il se peut qu'aujourd'hui tu te lèves et que tu n'aies rien dans le frigo, ce qui arrive très souvent. Mais tu vas chez le voisin et le voisin ne te dira jamais non.
Ou tu sors et, tu as la terre qui peut te fournir, ou tu sors et, tu as lancé un filet et tu as pêché ce que tu vas manger. Donc, ce n'est pas une question de gens. Ils ne sont pas non plus mesquins. Les gens sont très généreux. Ils s'entraident comme il y a peu de commerce. Tout le monde s'aide les uns les autres. La concurrence n'est pas mal vue. La concurrence est vraiment saine. Et ce que je changerais, ce serait ces personnes qui ne voient pas l'abondance qui les entoure. Pour moi, je ne l'ai pas vu non plus et j'ai aussi été dans cette position. J'ai dû partir, j'ai dû voyager, j'ai dû être dans d'autres endroits pour comprendre quelle était la bonté et quelle était l'abondance dans laquelle je vivais, afin de pouvoir apprécier mon petit bout de terre et ma rivière. J'espère que cette vidéo atteindra certaines personnes qui auront envie de venir découvrir l'État, de découvrir leur village. Sans aucun doute, cela ouvre les yeux à plus de personnes, à plus de Thanos. Et ils sont encouragés à voir le tourisme comme une source de revenus possible. Parce qu'ils ont beaucoup de potentiel. Je sens que c'est un endroit merveilleux avec beaucoup de couches. Même en parlant avec des personnes qui se consacrent au tourisme depuis longtemps. On nous disait que dans le passé, c'était Canaima Margarita du Tamakuro. Canaima Margarita du Tamakuro, c'est-à-dire que c'était un itinéraire. C'était la route, il y avait l'aéroport qui était actif. Donc cet itinéraire se faisait en petits avions, en vol charter, et ce, jusqu'à récemment. Je sens que même avant la pandémie, il y en avait encore quelques-uns, mais il n'y avait pas cet élan. Et je pense que le fait d'avoir tout ce soutien va nous permettre de vraiment nous développer, maintenant que les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. Je pense que nous pouvons évoluer et que nous pouvons profiter de tous ces avantages que nous avons si nous nous unissons tous et travaillons pour un même objectif. Parce qu'au final, c'est un bénéfice pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui arrivent que pour ceux qui vivent ici. Merci beaucoup, Luska, encore une fois de nous avoir fait visiter hier et aujourd'hui, de nous avoir ouvert ton cœur pour nous raconter ton histoire. Et alors, comment est la vie dans ce petit village si reculé que beaucoup de gens doutent encore de son existence? Et que ce soit la première, c'est vrai. Il n'y a plus de doute, n'est-ce pas? Pour ceux qui avaient encore des doutes, je pense que maintenant c'est bien clair. Que ce soit le premier de nombreux autres voyages du Tamakuro. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos abonnés. Bien sûr. Merci Emma. Je n'arrive pas à croire que cette vidéo touche à sa fin. Je repars le cœur rempli de souvenirs et de moments inoubliables. Oui, il y a beaucoup de choses à améliorer en tant que pays. L'une d'elles, pour moi, c'est une meilleure connectivité aérienne car cela permettra à plus de personnes de se rendre dans différentes régions du pays. Mais le plus important, nous l'avons déjà, ce sont la motivation des gens et les paysages. Je ne veux pas non plus partir sans mentionner qu'il y a vraiment des services de base qui doivent être améliorés. Mais c'est un sujet tellement répétitif que nous avons décidé de nous concentrer sur les atouts de chaque endroit. Il y a des problèmes avec l'essence, c'est une réalité. Il y a aussi des coupures de courant, mais beaucoup de personnes ont décidé d'installer un générateur électrique pour résoudre cet inconvénient. Et une multitude d'autres incidents ou de problèmes auxquels le Vénézuélien doit faire face. Il ne s'est pas contenté de rester les bras croisés, mais il s'est adapté de manière résiliente et a cherché des solutions. Pour accueillir les personnes, je sens que nous sommes les maîtres de la réinvention totale. Et lorsque nous écoutions une histoire après l'autre, c'était comme si cela confirmait cette idée. Toutes les fois où nous avons dû repartir de zéro ou lorsque des obstacles se sont dressés sur notre chemin et que nous les avons surmontés. Donc pour moi, le travail intérieur porte ses fruits et au moment où tout sera aligné, ce sera magnifique. Cette vidéo touche à sa fin, mais notre visite à Delta Makuro n'est pas terminée. Il y aura encore une 3e vidéo pour explorer cet état. Et en fait, nous allons nous aventurer dans les canaux, mais nous n'en dirons pas plus. Alors vous devez vous abonner, commenter, liker et patienter encore quelques jours, car une nouvelle vidéo très intéressante arrive bientôt. J'espère que ça vous a plu. Laissez vos commentaires ci-dessous et mettez un like. On l'attendait avec impatience. Nous voulons poursuivre nos voyages à travers le Venezuela et le monde afin que vous profitiez de la vie comme nous.